say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam plus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by 13, we're looking at it. Le 2 mai 1961, John Kennedy lance le programme spatial Apollo, avec comme objectif d'envoyer des hommes marcher sur la Lune. Dans un contexte de guerre froide, il s'agit surtout, au travers de cette course à l'espace, de montrer la supériorité des États-Unis face à l'URSS. Apollo 11 est un succès et Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. Vient ensuite Apollo 12 qui se révèle être également un immense succès et confirme la procédure permettant l'atterrissage de précision. Le 11 avril 1970, on lance le troisième projet destiné à faire atterrir des hommes sur la Lune, Apollo 13, avec à son bord 3 astronautes, Jim Lovell, Fred Haise et Jack Swigert. Ils ont pour mission d'atterrir près de la formation géologique Fra Mauro, qui semble avoir été, par le passé, une région volcanique. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Il s'agit d'une région de collines constituée d'éjecta. Ce sont des roches expulsées d'un volcan lors d'une éruption. Et étudier ces débris présente un intérêt scientifique plutôt énorme, car il s'agit de roches provenant des profondeurs, et donc de la croûte d'origine de la Lune. Et vous savez tous que la Lune s'est formée avec des roches de la Terre, donc pas besoin de vous expliquer. Donc en gros, étudier des roches issues des profondeurs de la Lune, c'est comme étudier des roches terrestres il y a plusieurs milliards d'années. La mission a donc pour objectif l'étude du site en question avec collecte d'échantillons, le déploiement d'instruments de mesure et la réalisation de photographies d'autres sites permettant l'atterrissage des prochaines missions. Jim Lovell a 42 ans, il a déjà participé à 3 vols et est donc désigné commandant de la mission. Jack Swigert a 34 ans, il est le pilote du module de commande et c'est sa première mission spatiale. Fred Haise a 36 ans, il est le pilote du module lunaire. Il effectue lui aussi sa première mission dans l'espace. Le 11 avril 1970, la fusée Saturn V, qui emporte la mission Apollo 13, décolle. C'est un succès. Malgré quelques accros lors du détachement des moteurs, le module poursuit sa course vers la Lune sans incident. Le 14 avril 1970, vers 3h07, alors que le vaisseau se trouve à plus de 300 000 km de la Terre, le centre de contrôle de mission de Houston demande à Swigert de lancer le brassage de l'oxygène du réservoir numéro 2. Cette tâche a pour but d'homogénéiser l'oxygène conservé sous pression à l'état liquide pour permettre une meilleure mesure de la quantité d'air restante. 16 secondes plus tard, une explosion sourde retentit et une alarme se déclenche dans le module de commande. Il s'agit en fait d'un court-circuit électrique à l'intérieur du réservoir d'oxygène, entraînant la combustion de l'isolant du câblage électrique. La température s'élève à plus de 500 degrés dans le circuit, ce qui provoque l'explosion du réservoir. Le souffle de la déflagration éventre la paroi du module de service, coupe partiellement une conduite du réservoir d'oxygène numéro 1 et met hors service l'antenne de communication principale. Les dégâts ne sont pas visibles depuis les hublots du module de commande, ce qui laisse les astronautes dans l'incompréhension. C'est une course contre la montre qui commence pour la survie de l'équipage. L'explosion a mis hors tension le module de service qui fournit normalement l'énergie, l'eau, l'oxygène et le système de propulsion. Et dans l'espace, le moindre élément est vital. Pas de panneaux solaires pour renouveler l'électricité. L'eau, essentielle pour la survie des 3 hommes, est également nécessaire pour réguler la chaleur des équipements. Et la situation est d'autant plus critique que les astronautes ne peuvent pas se rendre compte de la gravité des dégâts, car rien n'est perceptible depuis leur place. Ils rallument l'ordinateur de bord qui s'était coupé et règlent quelques petites avaries au niveau des propulseurs, sans s'imaginer une seule seconde ce qu'ils vont vivre. C'est au centre de contrôle sur Terre que le responsable du système électrique, Sy Lebergo, et son équipe constatent d'autres anomalies bien plus graves. Ils vont tenter avec l'équipage plusieurs manipulations pour remettre en marche le circuit électrique. C'est alors que Lovell aperçoit par le hublot des particules en train de s'échapper du vaisseau. Il s'agit de l'oxygène liquide qui fuit des réservoirs. L'équipage va ensuite éteindre tous les équipements qui ne sont pas essentiels pour économiser le peu d'électricité restante. Lebergo comprend qu'il sera impossible de remettre en service les équipements et que les réservoirs d'oxygène sont perdus. Désormais, il ne faut plus réussir la mission, il faut sauver l'équipage d'Apollo 13. Leur seule chance est de se réfugier dans le module lunaire Aquarius.
Mais pour pouvoir survivre à l'intérieur de celui-ci, il faut l'alimenter en énergie. Il faut alors l'activer, mais cette opération complexe qui est déclenchée depuis le module de commande et de service n'est plus possible faute d'énergie. Les techniciens vont alors mettre au point une série d'instructions pour puiser l'énergie nécessaire dans les batteries d'un autre module. Par chance, une simulation avait été effectuée 1 an auparavant pour faire face à ce genre de problème. La simulation avait conduit à la mort fictive de l'équipage, mais bon, on ne sait jamais. Par chance, cela fonctionne et les 3 astronautes activent l'équipement du module lunaire avant l'épuisement de l'énergie du module dans lequel il se trouve. Aquarius va alors jouer le rôle de canot de sauvetage jusqu'au retour sur Terre. Cependant, il n'est pas conçu pour accueillir 3 personnes, et ces équipements permettent tout de même de disposer d'assez d'eau, d'électricité et d'oxygène pour assurer la survie des astronautes. Maintenant que la survie immédiate de l'équipage n'est plus un problème, il faut trouver une solution pour ramener le module sur Terre, et ce, le plus rapidement possible. Un demi-tour n'est pas envisageable car cette manœuvre risquerait de provoquer une nouvelle explosion. La solution retenue va donc être de laisser le vaisseau poursuivre sa trajectoire, contourner la Lune et revenir sur Terre. La seule manœuvre à faire consiste à modifier légèrement la trajectoire pour ne pas manquer la Terre. Les spécialistes doivent mettre au point des procédures non prévues en seulement quelques heures. 6 heures après l'accident, une première manœuvre est effectuée pour replacer le vaisseau sur une trajectoire qui le ramène de manière naturelle vers la Terre. 16 heures plus tard, le vaisseau contourne la Lune. Les communications entre Apollo et la Terre seront interrompues pendant une vingtaine de minutes car la Lune empêche les ondes de passer, mais cela ne sera pas décisif dans la suite des événements. Sans une nouvelle correction de trajectoire, le module doit atterrir dans l'océan Indien 152 heures après son lancement. Mais ce délai est trop long en rapport avec les consommables restantes. Une manœuvre permettra tout de même de gagner 12 heures et de rediriger l'appareil. Les astronautes vont encore devoir réaliser plusieurs manœuvres pour permettre au vaisseau de pénétrer dans l'atmosphère, car si l'angle n'est pas bon, il risque soit de s'enflammer, soit de rebondir sur les couches atmosphériques et repartir dans l'espace. C'est dans l'océan Pacifique que la capsule amérit, entre la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji. Ils sont ensuite héliportés jusqu'au navire USS Iwo Jima, dépêchés sur place pour les récupérer. Bon alors, une enquête a bien sûr été réalisée sur ce qui avait bien pu provoquer cette défaillance. Parce que la vie de 3 hommes a quand même été menacée, et surtout parce que ça fait un paquet de pognon foutu en l'air. Il s'avère qu'il s'agissait de plusieurs problèmes au niveau de l'assemblage des réservoirs d'oxygène. Bon alors, heureusement, personne n'est mort, et cet événement est à présent gravé dans l'histoire. Je crois que je vais boire un grand verre d'eau après tout ce que je viens de vous raconter. Je vous prévois bien sûr d'autres épisodes très bientôt, que ce soit sur History ou sur Factuel, mais aussi une collab avec un ami youtubeur et un épisode hors série que j'ai très envie de faire et dont on reparlera très bientôt. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir visionné cet épisode et à très bientôt sur History.